Il s'arroge le pouvoir sur toute l'Europe. Il se couronne lui-même empereur. Il apporte liberté et égalité. Mais aussi mort et souffrance en Allemagne. Il scelle le destin de millions d'individus. Napoléon Bonaparte. « 1792. Une armée de 18 000 soldats français marche sur l'Allemagne du Saint-Empire. Ils mènent une campagne comme jamais il n'y en eut jusqu'alors. Car en France, une révolution a triomphé. Sa devise, liberté, égalité, fraternité. Le peuple français maintenant à part aux décisions. Le roi, les princes et les évêques doivent eux aussi se plier aux lois communes. Les Français veulent exporter la révolution au-delà de leurs frontières. Ils comptent bien, par cette campagne militaire, vaincre aussi les princes allemands et offrir la liberté au peuple allemand. Rares sont les Allemands qui adhèrent aux idées nouvelles propagées par les Français. L'un d'eux est Johann Alois Becker. Son père est fabricant de bougies à Mayence. Lui-même se prépare à devenir commerçant. Il est révolutionnaire de cœur. Les archives de Mayence conservent sa correspondance dans le recueil 151. Le 29 novembre 1792, Johann Alois Becker écrit à son meilleur ami « Endlich, enfin. Notre peuple commence à rejeter ses chaînes et à acquérir une dignité humaine. Bientôt nous serons libres. Quelques jours avant que les Français n'assiègent notre ville, j'éprouvais déjà une grande joie. La liberté et l'égalité gagnaient enfin Mayence. Les Français faisaient enfin rendre gorge aux despotes, et au premier d'entre eux, notre prince-évêque, qui avait pris la fuite quelques jours plus tôt. J'avoue que j'avais grand plaisir à la vue du désespoir qui saisissait nos nobles seigneurs. Ils étaient pris de panique à l'approche des Français et entassaient tout ce qu'ils pouvaient emporter avant de fuir la ville. À Mayence, les rues sont désertes. La noblesse de la ville est en fuite. Karl Théodore d'Alberg fait partie des fuyards. Archevêque et prince électeur de l'évêché de Mayence, il édicte les lois. Les impôts sont levés en son nom. L'argent de ses sujets finance sa résidence et son train de vie fastueux. D'Alberg est l'un des hommes les plus puissants du Saint-Empire, mais dès que les Français se présentent devant Mayence, il prend la poudre d'escampette. Le 7 octobre 1792, le gouverneur de Mayence lance un appel désespéré aux habitants. Ils doivent tous défendre la ville. Il est prêt à y mettre le prix et promet de verser des pensions généreuses en cas de blessure ou de décès. Il est convaincant. En quelques jours seulement, une milice est mise sur pied. Les exercices militaires devant la cathédrale tenaient de la tragicomédie. Les opprimés de toujours, censés se lever contre leurs libérateurs et défendre leurs anciens seigneurs qui avaient pris la fuite. Le gouverneur croyait-il réellement pouvoir défendre Mayence avec ses pauvres bougres? La Gazette de Mayence relate le déroulement des hostilités. L'article concorde avec les notes de Johann Alois Becker. Quand le siège commence, les volontaires prennent les armes.
Malgré le grondement des canons et le déchaînement de violence, je sentais au fond de moi que les soldats français venaient nous libérer de nos chaînes. Enfin, après 3 jours de siège, nos édiles ont ouvert les portes de la ville pour laisser le passage aux Français victorieux. Avant même qu'ils n'entrent dans la ville, je courus à la rencontre des Français pour leur exprimer ma joie. J'usai de mes maigres notions de français et leur fis part de mon soulagement d'avoir été libéré. Nous sommes des amis. Wir sind Freunde. Nous sommes des amis. Des amis? Comment ça? Nous sommes des maillons. Je voulais simplement leur souhaiter la bienvenue. Vive la nation! On y va, mes amis. J'avais ouï et lu tellement de choses. À Mayence aussi, on avait discuté des idées de liberté, d'égalité et de fraternité. Et maintenant, je rencontrais des gens qui avaient participé à la Révolution française et à Paris. Ces soldats qui campaient sous nos murs étaient mes héros. Je restais dehors toute la nuit à fêter avec nos libérateurs, car pour moi aussi, c'était le début d'une nouvelle ère. 2 jours plus tard, les habitants de Mayence, admirateurs de la Révolution, fondent la Société des Amis de la Liberté et de l'Égalité. Ils tiennent des discours enflammés sur la liberté et la démocratie dans le château désert du prince-évêque. Les comptes rendus des débats de la Société sont conservés aux archives de Mayence. Le nom de Johann Alois Becker figure en première page. C'est bien volontiers que je soutenais la cause de la société. C'était le moins que je puisse faire. Manifester mon adhésion aux valeurs de la Révolution française et me battre pour elle. Ainsi commencent les années françaises de l'Empire allemand. La nouvelle terre de mission des révolutionnaires français se compose de quelques 2000 comtés, duchés, évêchés, villes d'empire et autres principautés. Tous sont réunis depuis des siècles au sein d'une vaste entité, le Saint-Empire romain germanique. Son chef est l'empereur. Il prend ses décisions avec la Diète d'Empire réunie à Regensburg, Ratisbonne, dans l'actuelle Bavière. Ce Reichstag se réunit dans les salles moyenâgeuses de l'hôtel de ville de Ratisbonne. Princes, chevaliers et émissaires des villes d'Empire y débattent des décisions à prendre en commun, comme la politique étrangère. L'Assemblée met parfois des années à se prononcer. Le dernier mot revient toujours à l'empereur. Depuis 1452, celui-ci est toujours un Habsbourg. Il ne vient que rarement à Ratisbonne. Il exerce son pouvoir à Vienne, à 400 km de là. Siège du gouvernement du Saint-Empire, c'est la plus grande ville de l'espace germanique, avec plus de 200 000 habitants. L'empereur Franz et sa cour résident à la Hofburg, dans quelques 2600 pièces et salles d'apparat. Les plus précieux insignes de son pouvoir sont gardés sous haute protection dans la salle du trésor. La couronne impériale est le symbole de sa puissance. L'empereur ne la porte que quelques jours par an. 50 empereurs ont gouverné l'Empire et porté cette couronne. Parmi eux Charlemagne et Frédéric Barberousse. Le globe crucifère symbolise l'ambition à l'hégémonie mondiale. Le Saint-Empire brille par son histoire, mais le passé est très lourd. La naissance est tout. Au fils aîné d'un prince, toutes les terres. Le cadet aura une charge ecclésiastique. Quant au fils de paysan, il sera paysan. Le Saint-Empire, c'est l'Ancien Régime. Tout y est figé. En France, c'est la Révolution. Elle offre d'immenses possibilités d'ascension sociale. Une nouvelle élite prend les rênes du pays. Un jeune général saisit la chance qui lui est offerte. Il s'appelle Napoléon Bonaparte. À côté de cette intelligence très rapide,
qui lui permet de saisir une situation et de trouver la meilleure solution possible à un problème compliqué. La troisième aptitude de Napoléon, c'est le sens du contact et la capacité à diriger des groupes de personnes. Dès l'école militaire, dit-on, ce sont probablement des légendes, mais plus tard on voit très bien que dans des situations difficiles, dans des situations de crise, il s'impose. Il s'impose parce qu'il a l'autorité, parce qu'il a la clarté du jugement, parce qu'il sait formuler aussi les mots d'ordre ou bien il sait formuler les appels aux uns et aux autres qui vont les mobiliser. À 25 ans, le commandant d'artillerie Napoléon Bonaparte se bat en France pour la Révolution. Des troupes françaises continuent d'avancer sur les terres du Saint-Empire. En septembre 1794, la chute de Cologne semble imminente. L'archevêque de Cologne s'enfuit avec toute son administration. Johann Tillmann Pelzer en fait partie. Son dossier est conservé aux archives de Düsseldorf. Pelzer est alors au service de l'archevêque depuis 25 ans. Il décrit leur fuite dans ses lettres. Es musste plötzlich alles sehr schnell gehen. Soudain, il n'y eut plus un instant à perdre. Le cœur lourd, je pris congé de ma famille, de ma chère épouse et de ma fille. J'étais convaincu que les soldats français repartiraient rapidement et que je pourrais revenir près des miens. Mais sur le moment, je n'avais pas le choix. Je me devais d'être à l'entière disposition de mon maître, l'archevêque de Cologne. Avant l'entrée des troupes françaises, les serviteurs de l'archevêque reçoivent une mission d'importance. Empêcher que le trésor de la cathédrale ne tombe aux mains de ses ennemis de l'Église. Dans le Saint-Empire, l'archevêché de Cologne compte parmi les États les plus riches. L'or, l'argent et les pierres précieuses sont sous bonne garde dans la chambre du trésor. Le trésor, vieux de 6 siècles, comprend 25 objets précieux, dont le plus célèbre est le reliquaire des rois mages. Les serviteurs de l'évêché réussissent à faire sortir le trésor de la ville. Le chargement se dirige vers la petite ville d'Arnsberg, près de Dortmund. Un voyage de 140 km pour les chevaux et les cochers. Arnsberg compte 1 millier d'habitants, auxquels viennent de s'ajouter 600 réfugiés. La ville est située sur la rive droite du Rhin et n'est pas occupée par les Français. Et comme elle relève de l'archevêque de Cologne, toute son administration y est rassemblée. Je suivis le trésor, et bien que n'étant pas très chargé, le voyage me prit 5 jours. J'avais grand peur que le trésor pût tomber entre les mains de brigands. Aussi fut-ce pour moi un grand soulagement d'apprendre que nos caisses étaient arrivées à bon port. Dans un premier temps, les caisses sont cachées au monastère de Weddinghausen, en bordure de la ville. Le reliquaire des rois mages trouve d'abord refuge sous l'autel. Grâce à cette évacuation secrète de dernière minute, le trésor de la cathédrale de Cologne est préservé du pillage. À Arnsberg, la consigne était « on attend des jours meilleurs ». Certes, nous gardions l'espoir que les Français seraient chassés de nos villes, mais bientôt, même moi, je n'y croyais plus. Bien au contraire, nous devions nous attendre à tout moment à les voir franchir le Rhin et marcher sur Arnsberg.
Mais pour l'heure, nous tentions de nous accommoder de notre exil. La bonne humeur des Rhénans est bien connue. Nous parvenions donc facilement à nous distraire malgré notre affliction. Notre destin commun et l'espoir d'un retour nous rapprochaient les uns des autres, en sorte que nous retrouvions presque la vie sociale de notre bonne ville de Cologne. Quand Pelzer entame sa 2e année d'exil, Napoléon Bonaparte a 27 ans et commande déjà une armée. Il envahit l'Italie du Nord pour en chasser l'empereur Habsbourg Franz II. François II a beau disposer d'une troupe plus importante en nombre, la France a le meilleur stratège. Napoléon Bonaparte remporte la victoire sur François II et lui dicte une paix lourde de conséquences pour la Rhénanie occupée. Le traité de Campo Formio de 1797 établit en effet que l'empereur allemand renonce aux territoires situés sur la rive gauche du Rhin. Bonn, Aix-la-Chapelle, Mayence et Cologne sont désormais français. Cette nouvelle plonge dans l'épouvante les adversaires de la Révolution. Quand j'appris dans le journal la nouvelle de la défaite de l'empereur, je fus anéanti. Je compris que je ne reverrais plus ma femme bien-aimée et ma chère fille. L'exil a aussi des conséquences financières. L'archevêque ne peut plus prélever d'impôts. Pour trouver de l'argent, il ne dispose que du trésor qu'il a emporté avec lui. Cette gravure de 1641 représente l'intégralité du trésor de la cathédrale. On y voit les effigies des 12 apôtres que l'archevêque a vendus pendant son exil à Arnsberg. Une transaction qui lui a rapporté 13 533 florins. Pendant toutes ces années d'exil, je souffris d'une terrible solitude, que seule adoucissait les lettres de ma famille. Je ne pouvais pas retourner auprès des miens. Les Français avaient détruit ma vie. Die Franzosen hatten mein Leben zerstört. Johann Pelzer meurt peu après dans son exil d'Arnsberg, loin des siens. Les Français transforment profondément le pays rhénan. Des traditions chrétiennes sont interdites. La cathédrale de Cologne est transformée en prison. D'autres églises en écurie. La fin de la domination de l'Église s'accompagne souvent d'actes de vandalisme. Mais les Français tiennent leur promesse d'apporter la liberté aux Allemands, du moins dans les grandes lignes. Tous les Rhénans sont désormais égaux devant la loi. Les impôts dus à la noblesse et à l'Église sont également supprimés. Ils sont remplacés par d'autres servitudes. À l'impôt foncier s'ajoute un impôt mobilier sur les armoires, tables et chaises. Il faut aussi s'acquitter d'une taxe annuelle sur le nombre de portes et de fenêtres d'une maison. Les plus malins murent leurs fenêtres. Les Français apportent d'autres changements dans la vie quotidienne. Horrifiés par la puanteur des rues de Cologne, ils instaurent le ramassage des ordures. Le règlement pour le nettoyage des rues et l'enlèvement des immondices impose de cesser désormais de jeter les détritus à même la rue, mais de les déposer dans des carrioles à ordures qui sillonnent quotidiennement les ruelles de Cologne. Les Français projettent aussi l'ouverture d'un nouveau cimetière, Extramuros.
Il est aménagé sur l'emplacement d'un ancien asile. Les malades qui y étaient soignés donnent au cimetière son nom de Melatenfriedhof. Il était grand temps. Les cimetières municipaux surchargés étaient autant de foyers potentiels d'épidémie. L'enfant d'un soldat français est le premier à y être enterré. La signalisation du cimetière est bilingue. Malgré les progrès accomplis, l'image de l'occupant français reste détestable. Pour s'attirer les faveurs des habitants, les Français ont recours à la propagande. Les fonctionnaires français recrutent des adeptes de la Révolution pour promouvoir l'ordre nouveau. Les valeurs de la République sont proclamées lors de manifestations publiques. Les jours fériés du calendrier révolutionnaire remplacent les fêtes religieuses. À Bonn aussi, les Français organisent des défilés. Le journal intime de Johann Jakob Müller, maire adjoint de la ville, est conservé aux archives de Bonn. Il y décrit à la date du 20 mars 1798 la fête en l'honneur de la souveraineté du peuple. Les cloches du Hofgarten sonnèrent dès 6 heures du matin. Je me mis en route. Le fervent catholique que je suis considérait avec quelque méfiance les innovations des Français. Impossible de faire plus fort. S'il y avait eu des canons à Bonn, ils les auraient sûrement mis à contribution. Cette fête n'était à mes yeux qu'une humiliation et une perte de temps. Mais il était de mon devoir d'être là, et mon absence m'aurait valu de graves problèmes avec mes supérieurs français. Aussi ne m'y étais-je rendu que parce que j'avais peur, et je n'étais pas le seul. J'appris que les habitants des villages environnants avaient été sommés de venir à la fête en ville, sous peine de sanctions, non pas pour y vendre leurs produits comme d'habitude, mais pour jouer le rôle du peuple en liesse. J'ai même aperçu quelques conseillers princiers, des envoyés du chapitre et moines sortis de leur cloître. Mais je suis sûr qu'ils n'avaient pas la moindre idée de ce que cette fête leur réservait. La fête de la souveraineté du peuple a été décrétée depuis Paris par le ministère de l'Intérieur. Il s'agit de montrer aux habitants que ce n'est plus l'archevêque, mais le peuple qui a désormais le pouvoir. L'ordre en provenance de Paris précise par le menu le programme des festivités. Mit einem kräftigen Vivat! Vivat! On nous demandait de crier « Vivat » à tout bout de champ. Mais ni moi ni nul autre citoyen sincère et honnête ne nous prêtâmes au jeu. Grande était notre honte d'assister à cela. Cette manifestation de plusieurs heures a aussi pour but de faire l'étalage des conquêtes de la République. Une constitution, de nouvelles lois qui bientôt prendraient le nom de Code civil. Mais ce nouveau droit civil n'existait pas encore. On ne faisait qu'en parler, et là les Français l'exhibaient comme un ouvrage authentique. Ce qu'ils nous présentaient n'était pas le nouveau droit civil, mais tout simplement un très bel exemplaire de notre Sainte Bible. Pourquoi donc fus-je le seul à m'apercevoir de ce simulacre ? Pour couronner le tout, je dus assister à la destruction par le feu des insignes de notre archevêque. Soudain, les spectateurs qui, comme moi, étaient venus à la fête, contraints et forcés, se laissèrent entraîner.
Et quand la foule voulut jeter dans les flammes un portrait de notre archevêque, c'est un soldat français qui s'interposa pour les en empêcher. Les Français entendent affirmer par ces célébrations la rupture avec la noblesse et le clergé. Ils édifient une société nouvelle sur les décombres de l'ordre ancien. En France, pendant ce temps, un personnage hors du commun se lance à la conquête du pouvoir. En 1799, celui qui n'est encore que Bonaparte profite de la crise du Directoire pour tenter sa chance. Il réunit ses troupes devant la représentation nationale des conseils réunis à Saint-Cloud, puis prend le pouvoir par un coup d'État. Nous sommes le 9 novembre, le 18 Brumaire du calendrier révolutionnaire, quand il oblige les députés sous la menace des armes à faire de lui le nouveau chef de l'État. Il change aussitôt la Constitution et s'assure les pleins pouvoirs. Il s'en est fallu de peu que son coup d'État n'échoue. Napoléon a reconnu que ce jour-là, il n'avait pas été à la hauteur de la situation, qu'il s'était trouvé devant une situation totalement inattendue pour lui, ou plutôt une situation à laquelle il n'était pas du tout habitué, dont il ne connaissait pas les règles du jeu, et il en a tiré des conséquences. Il en a tiré les leçons. Le semi-échec du 18 Brumaire l'a incité ensuite à mieux parfaire son art du dialogue, de la discussion, de la manière de se présenter en civil, etc. Napoléon Bonaparte prend la tête d'un pays en pleine effervescence. Tout est nouveau en France. On a instauré de nouvelles unités de mesure, comme le mètre. Pour le faire appliquer dans le commerce, des mètres étalons de marbre ont été apposés sur les murs de Paris. Le mètre a bientôt été suivi du litre et du kilogramme. Et même le dernier bastion des unités de mesure a connu sa révolution, le calendrier. Les mois ont été renommés. Une semaine dure à présent 10 jours. Dans le nouveau calendrier, le dimanche chrétien a disparu. Et les révolutionnaires veulent aller encore plus loin. L'heure elle-même doit s'adapter au nouveau système décimal. Une journée comprendrait 10 heures et une heure 100 minutes. Les horlogers sont enthousiastes, mais la plupart des gens estiment que l'on va trop loin. Le projet est rapidement renvoyé au calende grec. Alors, Napoléon n'est pas seulement un chef de guerre, et il n'est pas seulement quelqu'un qui est assoiffé de pouvoir. C'est un politique au sens fort du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui veut réaliser une œuvre et installer quelque chose qui puisse durer. Et c'est pour ça que les réformes pour Napoléon sont tellement importantes. Napoléon, en particulier dans les toutes premières années où il exerce le pouvoir, se sent véritablement l'héritier et le sauveteur de la Révolution. Les artisans et les commerçants allemands se voient eux aussi imposer les nouvelles unités de mesure. Aune et coudées, pouces et perches, pintes et tonneaux sont supprimés. Les nouvelles unités décimales sont désormais en vigueur partout. Jusqu'alors, chaque région et même chaque ville avait ses propres mesures. L'aune n'avait pas la même longueur en Rhénanie, à Nuremberg ou à Ulm. Les poids et les volumes variaient eux aussi d'un lieu à l'autre. Le musée historique de la ville de Cologne expose aujourd'hui encore les nouvelles unités de mesure françaises auxquelles la population rhénane doit alors s'adapter. Un décret du 6 mai 1803 de l'administration régionale impose l'utilisation du mètre, du litre et du kilogramme, seule mesure valable désormais. Cette révolution touche l'ensemble du commerce. Les Allemands ont du mal à se faire aux nouvelles unités de mesure. Au même moment, l'administration française impose un autre bouleversement.
les étapes marquantes de la vie ne sont plus consignées dans le registre paroissial. Les actes de naissance, de mariage et de décès sont désormais du ressort de la municipalité. Le maire endosse de nouvelles fonctions précédemment dévolues au curé. En 1804, un jeune gentilhomme est nommé à la tête de la nouvelle administration communale de Bonn. Pour lui, les changements entraînés par l'occupation française devaient s'avérer bénéfiques. Le comte Anton von Belderbusch avait épousé une jeune fille de la noblesse. Son union était restée sans enfant et son épouse n'avait pas tardé à le quitter. 3 ans plus tard, le comte rencontre à nouveau l'amour. Sa bien-aimée s'appelle Babette Koch. La mère de la jeune fille tient une auberge très populaire à Bonn. Ich konnte mein neues Glück kaum fassen. Je n'arrivais pas à croire à mon bonheur. La beauté de Babette était connue de toute la ville et lui avait valu de nombreux prétendants, dont Ludwig van Beethoven. Un noble n'avait pas le droit d'épouser une fille d'aubergiste. Après la Révolution française, ce genre de mésalliance est moins scandaleux. Mais le comte Belderbusch fait une demande en mariage un peu précipitée. Babette, hören Sie. Es ist mein Ernst. Bitte werden Sie meine Frau. Or, le comte est encore marié. Seul le divorce lui permettrait de convoler en secondes noces. Dans la très catholique Rhénanie, cela ne s'était jamais vu. Lors de mon premier mariage, le prêtre m'avait dit « Jusqu'à ce que la mort vous sépare. » Quelle chance qu'il se soit trompé. La nouvelle loi est très claire. Seul compte l'union contractée devant le maire. Le texte de la loi est rédigé en 2 langues et explique en détail aux officiers d'état civil les procédures de mariage et surtout de divorce. Le cas de Belderbusch est examiné à la loupe. Le comte attendra plus de 3 ans avant d'obtenir son acte de divorce. Le 30 mai 1802, il est mis fin au premier mariage du comte Anton von Belderbusch. Il est à présent un homme divorcé. Toujours fou amoureux, Belderbusch ne perd pas une minute et convole aussitôt. Nous nous sommes mariés 10 jours plus tard à la mairie. C'est l'un des premiers mariages civils célébrés en Rhénanie. On peut encore voir au bureau d'état civil de Bonn l'original de l'acte de mariage du comte von Belderbusch et de sa nouvelle épouse Babette Koch. Me voilà donc heureux en mariage depuis 1802 et fier papa d'une petite fille. Nous l'avons appelée Joséphine, un peu par reconnaissance envers Napoléon et ses nouvelles lois. Für Napoleon und seine neuen Gesetze.
La volonté de réforme qui distingue Napoléon Bonaparte s'accompagne d'une soif de conquête. Depuis qu'il est aux affaires, il n'a de cesse de renforcer l'armée et d'améliorer le sort des troupes. En effet, l'armée est la clé de voûte de son pouvoir. Napoléon aura très vite l'occasion de démontrer ses talents de chef de guerre. Napoléon, à la veille d'une bataille, vient dans le bivouac où il y a certains de ses soldats, s'assoit au milieu d'eux, parle avec eux, ou bien alors s'endort directement sur la chaise au milieu de ses soldats pour leur montrer qu'il a confiance en eux. Ou bien c'est Napoléon qui passe en revue ses soldats, et puis qui s'arrête devant un vieux soldat, et puis qui lui parle, et qui se rappelle son nom. Ou bien qui prend sa décoration qu'il a sur lui et qui la donne à un soldat. L'empereur François II tente de reconquérir l'Italie du Nord et attaque les troupes françaises. Bonaparte se porte à leur secours et contre-attaque. Une fois de plus, la victoire est française. 6 mois plus tard, les troupes de Bonaparte sont aux portes de Vienne. Les Viennois se sentent menacés. Ceux qui en ont les moyens s'enfuient en Hongrie. Les autres n'ont plus qu'à espérer un miracle. Quand Napoléon installe son campement aux portes de Vienne, la prise de la ville n'est qu'une question d'heures. Mais aucun boulet de canon, aucun coup de feu ne touchera la capitale du Saint-Empire. L'empereur François II capitule et accepte les conditions des Français. Le 3 février 1801, l'Autriche et la France signent un nouvel accord de paix. Le traité de Lunéville va transformer durablement l'Empire allemand. Le paragraphe 7 prévoit en effet le dédommagement des princes qui n'avaient pas combattu la France et avaient perdu des territoires situés sur la rive gauche du Rhin. Ils recevront en échange des territoires situés sur l'autre rive du Rhin. Des pourparlers doivent décider au cas par cas des modalités pratiques de cet échange de territoire. À Ratisbonne, les princes allemands négocient à huis clos les territoires les plus importants. Mais à la table des négociations, le pouvoir est aux mains des Français, qui peuvent restructurer l'Allemagne selon leur vue. D'emblée, les grands perdants de cette réforme sont connus. L'Église doit renoncer à de nombreux domaines. Et les innombrables petites unités territoriales, en particulier les villes libres d'empire, sont dissoutes et annexées par leurs grands voisins. La Prusse, la Bavière, le Wurtemberg et le Pays de Bade sont les grands gagnants de Ratisbonne. Par ses largesses territoriales, Napoléon Bonaparte espère gagner de nouveaux alliés. Le traité ne modifie pas seulement les frontières, il permet aussi l'expropriation des monastères et des églises. Alors, l'attitude de Napoléon à l'égard de l'Église catholique est une attitude simple. C'est une attitude qui est essentiellement politique. Lui-même n'est pas du tout un dévot et encore moins un mystique. Il doit être vaguement déiste comme on l'était dans l'esprit des Lumières en France. Et donc la seule chose qui compte, ce sont les réalités politiques et les réalités de pouvoir. Le monastère de Fürstenfeld, près de Munich, est l'un des 70 monastères bavarois dont l'existence est menacée. Ces biens peuvent être maintenant confisqués par l'État sans contrepartie. La Bavière catholique est particulièrement touchée par cette vague d'expropriation. Et les fonctionnaires bavarois s'intéressent de très près au monastère de Fürstenfeld. À première vue, la splendeur et la richesse de l'abbaye paraissent immenses. La chronique du monastère est classée aux archives de Bavière sous la cote Germanicus Monacensis 3920.
L'abbé Gerhard Führer y raconte les derniers jours de ce monastère vieux de 560 ans. Seit 2 Jahrzehnten lenkte ich nun schon die Geschicke des Klosters. Je présidais aux destinées du monastère depuis déjà 2 décennies. Comment aurais-je pu deviner que notre fin serait si brusque et si cruelle? J'étais au réfectoire avec les frères pour le repas du soir, quand les huissiers firent irruption. Ils voulaient emporter les meubles du réfectoire et se moquaient de troubler notre repas. Bien au contraire, sans le moindre égard, ils nous intimèrent l'ordre de nous lever de table, afin que les agents bavarois puissent emporter nos sièges. Nous dûmes terminer notre repas debout. L'abbé Gerhard Führer est désemparé de voir ainsi détruite une tradition séculaire par pure cupidité. Mais le monastère est loin de répondre aux espérances des fonctionnaires bavarois. Les moines ont beau avoir une église somptueuse, ils ont aussi 220 000 florins de dettes. Le monastère n'a plus un sou. À peine j'eus fermé l'abbaye, l'huissier me demanda sans ménagement où était caché l'argent. Mon Dieu, que lui répondre? Nous n'avions rien de précieux. Les fonctionnaires se mirent immédiatement au travail et saisirent l'ensemble des biens du monastère. L'huissier revint quelques mois plus tard pour me présenter l'acte de liquidation. C'en était fini de Fürstenfeld. Je dus lui remettre mes insignes. Je ne pus garder qu'une vieille chaîne avec une croix et un anneau de peu de valeur. Malgré une fouille minutieuse, les fonctionnaires bavarois ne trouvent que quelques 3000 florins. La vente aux enchères est un fiasco. Quel crève-cœur! Des meubles de grande valeur furent vendus pour une bouchée de pain. Autant dire que c'était du vol. Et on nous prit tout, jusqu'à la dernière chemise. Mais il me fut plus cruel encore d'assister à la liquidation et à la destruction sauvage de notre monastère. Und Zerstörung unseres Klosters so miterleben zu müssen. L'inventaire des biens de Fürstenfeld retrace pièce par pièce la liquidation du monastère. Le nom d'un acheteur y apparaît à plusieurs reprises, Ignaz Leitenberger. Cet industriel de Bohême acquiert aussi par adjudication les bâtiments du monastère, plusieurs métairies et 200 hectares de forêt. Leitenberger transforme le monastère en teinturerie. Une rivière toute proche lui fournit suffisamment d'eau pour le blanchiment et la teinture des textiles. Et avec l'armée française pour principal commanditaire, ses affaires prospèrent. Le Saint-Empire est bouleversé, le pouvoir de l'Église brisé et ses possessions rayées de la carte. Mais Napoléon Bonaparte veut bien davantage. Il se rêve en souverain d'un grand empire, l'égal de César et de Charlemagne. Une ambition qu'un empire millénaire ne saurait tolérer. J'avais 8 ans à l'époque. Je fus réveillé en pleine nuit par le son des cloches et des canons. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Le 20 mai 1804, les cloches de la cathédrale d'Aix-la-Chapelle invitent les habitants à se rendre sur la place du marché afin de prendre connaissance d'un communiqué de la première importance. C'est l'annonce du couronnement de Napoléon.
Wilhelm Smets grandit près de la Klosterplatz d'Aix-la-Chapelle. Bien des années plus tard, il publie un livre dans lequel il relate les événements de cette journée. Mon père est entré dans ma chambre. Je ne l'avais jamais vu dans cet état. Ses yeux étincelaient de fureur. Un verre de vin à la main, il s'approcha de mon lit et m'invita plein de hargne à trinquer au nouvel empereur Bonaparte. Ma tante mit longtemps à le calmer, tellement sa colère et son désarroi étaient grands cette nuit-là. Parmi les habitants d'Aix-la-Chapelle, rares sont ceux qui réagissent ainsi. La plupart accueillent la nouvelle avec indifférence. D'aucuns espèrent que Napoléon sera couronné dans la ville de Charlemagne. Les partisans de la Révolution se sentent trahis. Pour la famille Smets, la déception est immense. Mon père avait été un grand admirateur de Bonaparte, en qui il voyait un guide de la Révolution. Mais il changea d'avis quand Napoléon Bonaparte voulut être empereur. De ce moment-là, Napoléon fut pour lui méprisable, et l'occupant français ne lui inspira plus qu'une profonde aversion. Pour la famille Smets, l'idée d'un couronnement est une trahison des valeurs nouvelles de liberté, d'égalité et de fraternité. 15 ans auparavant, cette république avait été conquise de haute lutte, et maintenant, on l'enterrait en silence. Soucieux de faire passer son sacre comme l'expression de la volonté populaire, Napoléon ordonne un plébiscite. Dans les territoires allemands occupés, 1 million de personnes sont également conviées à le porter sur le trône. Des documents conservés aux archives nationales de Düsseldorf montrent comment les Allemands ont voté. D'après les relevés officiels de votants, le nouvel empereur est approuvé par plus de 99% des voix. Mais la vérité est tout autre. En réalité, beaucoup d'Allemands boycottent la consultation. À Aix-la-Chapelle, il n'y a que 976 suffrages exprimés pour 27 000 habitants. Le plébiscite, le sacre de l'empereur. À table, on ne parlait que de ça. Et ça n'était pas sans danger. On m'avait interdit de souffler mot à quiconque des discussions familiales, car à cette époque, les paroles insouciantes d'un enfant pouvaient être lourdes de conséquences. Mein Sohn Humboldt ist schon genauso angesteckt wie du und du machst einen schlechten Einfluss auf ihn. Bien que conscient du danger, mon père résista à sa manière. Il exprima son opinion dans un poème. Ma tante le recopia en plusieurs exemplaires en changeant à chaque fois d'écriture. Je me souviens de 2 vers qui reflètent finalement très bien la haine de mon père pour Napoléon. Tu peux bien revêtir la toge de César, la main de quelque Brutus te frappera tôt ou tard. À la nuit tombée, mes tantes distribuèrent secrètement le poème en le glissant sous la porte de quelques dignitaires de la ville. Les Smets ne sont pas les seuls à protester contre le prochain couronnement. Dans un accès de colère, Ludwig van Beethoven enlève la dédicace de sa dernière œuvre. Plein d'admiration, il avait dédié sa 3e symphonie à Napoléon. Mais à la place de Intitolata Bonaparte, il ne reste plus qu'un trou sur la première page de la partition. Déçu et amer, Beethoven prophétise en 1804 « Bonaparte n'est-il qu'un homme comme les autres ?
Désormais, il foulera aux pieds les droits de l'homme, suivra sa seule ambition, et un tyran régnera.